Le siècle s'ouvre sur un grand philosophe, Edmund Husserl, le fondateur de la phénoménologie. Il est important, pourquoi? Parce que c'est un moment de l'histoire où, après Hegel, la philosophie a essayé de sortir du hegelianisme. La philosophie de Hegel est une philosophie de l'un, une philosophie pour laquelle tout ce qui est rationnel est réel et tout ce qui est réel est rationnel. Une philosophie qui identifie donc le sujet de la connaissance et l'objet de la connaissance. Toute l'histoire de la pensée humaine n'est autre chose que la réalisation de l'identité de l'esprit avec lui-même, car l'esprit, c'est quoi finalement? L'esprit, c'est l'autoconstitution de soi par soi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Hegel s'inscrit dans une tradition qui est la tradition de la philosophie néoplatonicienne, illustrée par Plotin, qui est toujours d'actualité. Plotin, pour qui l'un est le commencement et la fin de toute chose, mais l'un n'est pas. L'un est au-delà de l'être, comme disait déjà Platon, et pekeina tes ousias. Ousia, c'est ce qui est, c'est l'étant, c'est la substance. Et l'être est de trop pour l'un. L'un, nous l'étudions en ce moment, en étudiant les transcendantaux, dans cette tradition philosophique dominante aujourd'hui encore, l'un est au-delà de l'être, l'un n'est pas convertible avec l'être. Si l'un est un, c'est parce qu'il s'agit de l'unité de l'être. Pourquoi c'est un transcendantal? Parce que c'est une propriété, justement. C'est propre à l'être d'être un. Pourquoi? Parce que l'unité, c'est l'indivisibilité. Et que l'être ne peut pas se diviser en être et en non-être. Donc, l'être est toujours un. Et l'unité, c'est toujours l'unité de l'être au sens négatif de non-divisibilité. Pour Hegel, l'un, c'est l'indétermination totale. On ne peut rien dire de l'un. Et donc, dès que l'un veut se dire et s'exprimer, il sort de lui-même. Il cesse d'être un, puisqu'il devient l'un et l'être qui se dit. Et cela va avoir des conséquences théologiques, on le verra. L'un, donc, en tant qu'un, est muet. C'est le silence absolu de l'indétermination pure et nue, comme dira d'ailleurs Luther. Luther reprendra cette formule de Maître Eckhart, l'unité pure et nue, avec laquelle finalement s'identifie Dieu. Car Dieu, pour cette tradition, c'est l'un, ce n'est pas l'être. Or, Dieu, quand il donne son nom à Moïse, il dit bien « mon nom est je suis ». Et dans cette tradition néoplatonicienne, on voudra interpréter, en donnant l'herméneutique le dessus à la métaphysique, c'est-à-dire donc à l'interprétation des mots, puisque tout est mot, on a dit. Donc on va interpréter le « je suis » de la Bible en disant « je suis là ». C'est moi. Ou alors je suis qui je suis. Je dis je suis qui je suis, je ne réponds pas à ta question. Ouais. Donc les différentes interprétations. Mais la véritable interprétation, quand Dieu dit je suis à Moïse, il dit je suis. Et la métaphysique en particulier, telle qu'elle sera développée par un saint et un sage et un génie qu'on a vite oublié, qui est saint Thomas d'Aquin, dit que Dieu, son essence, c'est l'être. Ce n'est pas l'un. Ce n'est pas l'un. Et pour cause, l'un est au-delà de l'être, pour cette tradition néoplatonicienne et hegelienne, et donc l'unité, si elle s'exprime, elle cesse d'être un. Ce qui veut dire que l'être, comme dira Sartre plus tard dans cette perspective aussi, est de trop pour l'éternité, c'est-à-dire la pureté de l'un. Tout ce qui s'ajoute à l'un, la moindre poussière, en finit avec la pureté de son unité. Et dans cette tradition, donc, si l'être surgit, eh bien, il vient gêner l'un. Et cela se traduit sous la forme
de la nécessité qui pèse sur Dieu, de la menace qui pèse sur ce Dieu un, de voir apparaître autre chose que lui. Donc, cette unité pure et nue, eh bien, et c'est là où on est dans la mythologie, elle a décidé un jour de se dire, de s'exprimer, tiens, cette unité, tiens, je ne sais pas pourquoi, Plotin parle d'un coup d'audace. Mais tout ça, c'est de la mythologie. Pourquoi ce coup d'audace d'une unité qui n'existe pas? Ouais. Mais c'est pour expliquer, évidemment, l'apparition de l'être, du multiple, du monde multiple. Parce qu'en effet, on fait l'expérience de la multiplicité des choses, du monde, de soi. Et donc, Hegel, qui est le plus cohérent de tous les philosophes, à la suite d'ailleurs de Maître Eckhart et de Nicolas de Cuse, qui sont les véritables fondateurs de la modernité de ce point de vue-là, Hegel va dire l'unité pure et nue va prendre conscience de soi. Et cette conscience de soi, c'est l'odyssée de l'esprit qui commence. Parce que l'un se perd en sortant de lui-même et il creuse entre lui et lui un abîme de distance qu'il faudra combler parce que le monde multiple ne peut pas s'expliquer en tant que pure multiplicité. Car la multiplicité sans unité n'est que chaos inintelligible, absurdité, d'une division à l'infini. C'est pourquoi d'ailleurs Aristote disait Anankestenaï, il faut s'arrêter dans la division. S'arrêter. On verra ça plus tard. Donc, cette unité pure et nue qui se perd dans la multiplicité, cette multiplicité qui reste sans unité, la multiplicité qui reste sans unité, ce n'est qu'un chaos. Eh bien, il faut que cette multiplicité elle-même s'unifie. On retrouve un peu ce schéma chez les anciens, en particulier chez les présocratiques. Le vrai problème des présocratiques, Nietzsche lui-même l'avait dit, c'est l'unité. Le problème des premiers philosophes, de tous les philosophes, le problème de l'intelligence elle-même, c'est l'unité. Car si on n'arrive pas à unifier un jugement, Socrate est mortel, Socrate est un homme, parce que si le temps de dire Socrate, Socrate a cessé d'être Socrate, le verbe être n'a aucun sens, parce que je peux même plus dire que Socrate est un homme, puisqu'il a cessé d'être Socrate, et que le verbe être lui-même ne s'applique à rien, n'a plus de sujet, puisque Socrate n'est plus là. Homme lui-même n'a plus de sens, cessé d'être homme, etc. Donc vous voyez, le chaos inintelligible. Il faut donc une unité. Donc, Hegel dit, eh bien, l'histoire du sujet, de l'un, de l'esprit, c'est de se reconstituer, de se retrouver lui-même, et de se constituer, de se reconstituer, de s'auto-constituer, et c'est l'œuvre de l'histoire. L'esprit se confond avec son histoire. Il n'y a plus de nature, d'essence. Il y a une histoire, qui est l'histoire de l'esprit. L'esprit lui-même, en se perdant dans la multiplicité, se retrouve, parce que la multiplicité sans unité n'est pas possible, et donc il y a le schéma plotinien de l'unité qui tombe dans la multiplicité, qui passe par l'âme du monde, puis par la matière, qui est le degré zéro de l'histoire de la descente, de la chute, qui se confond avec le mal, la matière se confond avec le mal, pour Plotin. Mais à partir de là, il y a une remontée vers l'unité, grâce à laquelle l'esprit absolu va s'identifier à lui-même, de telle manière que l'identité ici est un résultat, le résultat de l'histoire. L'histoire qui n'est que destitution de soi, et reconstitution de soi. Et donc c'est un schéma, vous voyez, de descente et de remontée, de sortie et de retour. Mais de sortie et de retour dans le cadre d'une philosophie de l'un. Pour Hegel, donc, tout ce qui est doit devenir rationnel, c'est-à-dire unifié. Et tout ce qui est rationnel est réel au sens où toute la réalité, c'est l'unité. Bon. Pourquoi je parle de Hegel? C'est pour comprendre ceci, c'est que pour lui, la fin de l'histoire de la pensée, c'est l'identité du sujet et de l'objet au terme de l'histoire de l'esprit absolu, qui est l'un, enfin retrouvé. L'identité de soi avec soi. Parce que l'un, c'est 1 égale 1. Rien ne s'ajoute à l'un. Le sujet et l'objet s'unissent, s'identifient au terme de l'histoire avec laquelle l'esprit se confond, dans la mesure où l'esprit est l'histoire de sa propre autoconstitution, l'autoconstitution de soi par soi. Fichte dira que c'est le moi, Schelling dira que c'est la nature. Hegel dit, je suis arrivé au terme de l'histoire, j'ai tout dit, j'ai rassemblé toute l'histoire, et toute la philosophie, c'est moi. Après Hegel,
ce système étouffant, Hegel introduit à Marx et au marxisme. Un grand professeur roumain communiste à l'université de Sorbonne, qui s'appelait Kojève, enseignait l'hegelianisme à toute l'intelligentsia française. Toute l'intelligentsia française a suivi les cours de Kojève, qui enseignait le hegelianisme sur une recommandation de Lénine qui disait que si on veut marxiser les esprits, les conduire à Marx, il faut leur enseigner Hegel. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Hein. Alors, après Hegel, Kierkegaard est un des grands philosophes qui réagit, il n'est pas le seul, au profit de l'existence. L'existence qui n'est hors système, qui n'est pas dans cette bulle, si l'on veut, de l'histoire de l'esprit qui se reconstitue lui-même. L'existence échappe à l'esprit, et l'être, donc, l'existence, pour lui, c'est l'existence concrète, d'où la notion d'existentialisme qui viendra faire l'expérience de l'existence en dehors de toute rationalité, même dans l'expérience de l'absurde. Vous voyez, c'est pourquoi les philosophes de l'absurde vont développer cette idée d'une existence qui est hors système, c'est-à-dire hors rationalité, hors esprit, hors explication. Bon. Et un moment important, ce sera Edmund Husserl qui va remettre en question cette notion d'identité du sujet et de l'objet. Il va briser l'identité, cette identité qui était un résultat, qui n'est pas au point de départ, alors que l'identité est au point de départ d'une philosophie de l'être. L'identité est au point de départ d'une philosophie de l'être, pourquoi? Parce que l'être est identique à lui-même, mais dans une plénitude d'un acte, alors que l'unité, c'est la plénitude du vide, qui doit se remplir. Le plein et le vide, c'est la caractéristique aussi de ces pensées asiatiques, qui sont des pensées de l'homme. Il ne faut pas oublier ça aussi. Les pensées asiatiques sont une tentation pour l'esprit nihiliste actuel, parce que c'est un nihilisme, ces philosophies de l'un. Donc, Edmund Husserl dit l'identité, qui est déjà un résultat, le fruit du retour au terme d'une histoire reconstitutive et constitutive de l'esprit absolu, c'est-à-dire de cette unité pure et nue et vide. Tout doit se vider dans cette unité qui est de trop. Tout est de trop pour cette unité. Oui. Husserl va dire non, c'est fini cette identité entre le sujet et l'objet. Le sujet, c'est la conscience de quelque chose. La phénoménologie, c'est le retour aux choses. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est la conscience en tant que conscience de quelque chose. Et l'objet, c'est ce qui se présente à la conscience. C'est la chose, si vous voulez, qui est ce qui se présente à la conscience. Donc il n'y a pas d'identité entre le sujet et l'objet. Il y a entre le sujet et l'objet maintenant une distance, qui est la distance, si on veut, d'un regard, ou surtout d'un se présenter. Avant, l'objet se présentait à lui-même dans la conscience. Bon. Maintenant, l'objet se présente hors de la conscience, à la conscience. C'est la chose. Donc c'est un moment important pour l'histoire de la philosophie parce que ça nous sort de l'idéalisme absolu de l'idéalisme allemand, donc du hegelianisme. Donc maintenant, on se retrouve devant une distinction, une différence entre le sujet et l'objet. Le sujet, c'est la conscience qui est conscience de quelque chose, et le quelque chose, c'est toujours ce qui se présente à la conscience. Il y a une distinction nette, une distance, une différence, c'est comme ça. Dès lors qu'on refuse l'identité du sujet et de l'objet, il faut bien expliquer la distinction qu'il y a entre le sujet et l'objet. Heidegger, disciple de Edmund Husserl, va dire « Merci mon cher Edmund de nous avoir libérés de cette dictature hegelienne, ce totalitarisme de l'esprit. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, ce n'est pas la conscience en tant qu'elle est conscience de quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est la chose en tant qu'elle se présente, indépendamment de toute conscience à laquelle elle se présente. » C'est la caractéristique de la pensée heideggerienne qui va s'attacher à ce qui se présente en tant que cela se présente. Donc la chose est là, et le mystère de cette chose qui se présente là, Dasein, l'être là, cette chose, qui est la seule d'ailleurs consciente, comme on l'a vu, le Dasein, c'est l'homme, cet étang, on n'appelle même pas l'homme. Ce Dasein, c'est cet étang.
et qui est le seul à savoir, qui fait cette expérience d'être là. Mais il n'est pas conscience de soi, parce qu'il n'y a plus de conscience de quelque chose, et ni conscience de soi, parce qu'il n'y a plus de sujet. Michel Foucault va parler de la mort du sujet. Le sujet est mort, l'homme est mort, en ce sens. Donc il n'y a pas de conscience de soi. Il y a une présence là qu'il faut expliquer. Et donc ce Dasein expérimente cette présence comme quelque chose qui s'absente. Car en effet, le Dasein va tôt ou tard faire l'expérience de la mort. C'est un être pour la mort. Il fait l'expérience de sa finitude. La finitude du Dasein liée à un temps pendant un temps. Il est lié au temps, un temps. Et c'est à partir de là que Heidegger fait la critique de la métaphysique au sens où il l'entend. On verra qu'il ne faut pas l'entendre nécessairement de manière négative. Pourquoi ? Parce que Heidegger va dire l'expérience que le Dasein fait de sa déchéance dans le temps, durant un temps qui va s'achever bientôt, va lui faire rechercher la permanence, l'éternité de quelque chose qui dure, qui va chercher une consolation. Et déjà, vous voyez aussi le nietzschéisme dire que l'homme va inventer Dieu. Dieu va devenir une idole en ce sens. Il va être conduit à l'athéisme. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où le Dasein fait son expérience en tant qu'être fini d'un temps qui rejette toute idée de la permanence, doit être expliqué. Alors cela va aller dans deux sens. Le premier, la critique de la métaphysique entendue comme oubli de l'être fini. Le Dasein fait l'expérience dans l'angoisse. Comme disait Kierkegaard, l'angoisse, c'est l'effet du néant. Et en effet, ce néant agit au cœur du Dasein. Le Nicht, comme il dit, le néant néantise. Il est actif. Et on verra que justement, ce qui est actif dans la négation de l'être pour la mort, eh bien, vous allez retrouver l'idée de l'un, de l'unité, qui rejette tout ce qui s'ajoute à lui. L'unité de l'un qui agit, comme ce néant qui néantise. Pourquoi ? Parce que l'un, c'est le non-être, donc un néant, et qui refuse tout être, tout ce qui peut s'ajouter à lui. L'un est comme cette force, cette puissance, cette volonté de puissance dont parle Nietzsche, et qui, à vrai dire, est la volonté comme puissance. Et donc, une volonté qui est pure énergie aveugle, du vouloir vivre de Schopenhauer, qui a influencé Nietzsche, et le maître de Nietzsche, Schopenhauer. Pour lui, c'est un vouloir vivre. Pour Nietzsche, c'est la volonté de puissance. Mais pour l'un comme pour l'autre, il s'agit d'une énergie aveugle et eux-mêmes, et c'est là où ils peuvent faire l'objet d'une critique, d'une réfutation importante du point de vue de la philosophie de l'être, c'est qu'eux-mêmes sont les philosophes de l'un, dans la mesure où l'un, pour eux, c'est cette énergie négatrice qui nie ce qui nie l'un, parce que l'un doit agir pour nier ce qui le nie. L'un, il faut qu'il nie ce qui le nie. C'est la double négation, c'est la dialectique. C'est parce que l'identité de l'un est le résultat de cette double négation. L'un est menacé par le non-un. Menacé par le non-un, il réagit par la négation du non-un. Il réagit en niant ce qui le nie. Il nie ce qui le nie. Bon, allez, ça va. Voilà, comme disait Pascal, le seul vol d'une mouche suffit à distraire le métaphysicien de sa pensée profonde. La vulnérabilité, la condition humaine est ainsi faite, n'est-ce pas, on est menacé. Ben voilà, une mouche menace l'un. Et l'un doit donc tuer la mouche. Il doit nier ce qui le nie. L'unité, vous voyez, ce n'est pas un acte d'être, c'est un acte de néantisation. Tout à fait le contraire. Et le Dasein fait cette expérience de la négation de ce qu'il est dans le fond, en faisant l'expérience qu'il existe, en effet, qu'il est, mais qu'il est fini. Il est là pour un temps. Pour un temps. Donc, concevoir un temps éternel n'est qu'une projection, une illusion. Pourquoi ? C'est là où intervient, et c'est le fruit d'ailleurs, du dépassement de ce que Heidegger appelle la métaphysique. La métaphysique pour Heidegger, ce n'est pas la métaphysique de l'être d'Aristote ou de saint Thomas d'Aquin. L'être, en tant qu'essai, actus, en tant qu'actus et Sandy. Ce à quoi aspire, en quelque sorte, Heidegger. À vrai dire, la pensée humaine, tout court. Cet acte d'être, découvrir l'être comme un acte constitutif, qui est réellement.
Heidegger va critiquer la métaphysique comme étant oubli de l'être, parce que justement, pour lui, toute la métaphysique se confond avec une conception scotiste qui a dominé la pensée moderne. Parce que pour Duns Scott, la pensée, l'intelligence, ne considère pas l'être en tant qu'être, mais l'être en tant qu'objet, précisément, en tant qu'esse objectivum, c'est-à-dire en tant qu'objet construit par l'intelligence, par le jugement intellectuel, ce qui va faire le miel de Kant, parce qu'il va développer cette pensée scotiste, en disant que c'est l'intelligence qui construit son objet. Je ne connaîtrai jamais la chose en soi, l'être là. Et Heidegger retrouve enfin cette chose en soi. Mais d'ailleurs, c'est tous les philosophes après Kant qui essaient de récupérer cette chose en soi. La chose en soi pour Kant est inconnaissable. On ne peut connaître qu'un objet construit par l'intelligence grâce aux catégories a priori de l'entendement. L'idéalisme allemand va dire, ah non, la chose en soi peut se connaître elle-même. Si ce n'est pas l'intellect qui peut connaître la chose, en tout cas la chose elle-même peut se connaître. Cette chose va devenir l'esprit absolu de Hegel, qui fait autoconnaissance de soi, qui se connaît elle-même et s'autoconstitue elle-même finalement comme un objet, voyez, comme l'objet d'un sujet. C'est le sujet qui construit l'objet, l'identité du sujet et de l'objet pour Hegel. Heidegger lui dit la métaphysique c'est l'oubli de l'être, et en effet il a raison. Si la métaphysique se réduit à la connaissance de l'objet indépendamment de l'être, c'est parce que l'objet ce n'est pas l'être. Il faut distinguer l'objet construit par l'entendement et l'être comme étant donné, là, indépendamment de l'intellect. Vous comprenez ça? Il faut faire la distinction entre l'objet, l'esse objectivum, l'esse in intellectu et l'esse in re. On l'a vu. La pierre, je la connais, c'est bien une pierre. Mais mon entendement saisit cette pierre grâce au sens qui s'ouvre sur le monde. La connaissance est toujours la coopération des sens et de l'intellect. Rien n'est dans l'intellect qui ne passe par les sens, c'est connu, mais encore faut-il bien comprendre cette expression, parce que les sens, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, c'est une véritable connaissance, c'est la révélation de ce qui est à l'extérieur, mais c'est la révélation, c'est la manifestation, c'est l'accès aux choses extérieures, disons, les sens nous donnent accès aux choses extérieures, mais les sens collaborent à la connaissance dans le cadre d'une anthropologie où les sens et l'esprit sont liés, où la matière et la forme, le corps et l'âme constituent une unité. Nous sommes par exemple ici en dehors de cette conception soit platonicienne d'un côté, mais à la façon de Platon qui est plus profonde, soit la façon de Descartes, pour qui l'homme est constitué de deux substances, vous vous souvenez, une substance qui est la substance corporelle, étendue, et l'autre c'est l'intelligence, la pensée. Deux substances. Mais on l'a vu, Aristote l'avait déjà bien expliqué, une substance ne peut pas se composer de deux substances. C'est pourquoi l'essence, pour Descartes, joue leur rôle au niveau de la substance corporelle, mais ne joue aucun rôle au niveau de la substance intellectuelle. D'accord? Parce que ce sont deux substances qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Eh bien, évidemment, la conséquence, c'est que l'essence ne contribue pas à la connaissance de l'être en tant qu'être. Et donc, vous voyez la limite aussi de Husserl quand il dit que la conscience est conscience de quelque chose. D'accord, mais d'où vient ce quelque chose? Kant disait que c'est les sens qui me révèlent ce quelque chose. Mais au niveau des sens, tout ça ne remonte pas de ce que mes sens saisissent à ce que mon intelligence conçoit. Vous voyez, il y a une autonomie de chaque faculté. Alors, je disais, la métaphysique pour Heidegger, c'est l'oubli de l'être, au sens où elle réduit ce qui est à ce qui est construit par l'entendement. Et donc, la distinction entre l'esse in re et l'esse in intellectu est rompue. Plus de correspondance entre l'esse in intellectu et l'esse in re. Celui qui est à l'origine, vous vous en souvenez de cette distinction, c'est Avicenne. Donc Avicenne avait distingué l'esse in re, l'esse in intellectu. Les sens et l'existence. Vous savez, seulement pour Avicenne, l'essence est neutre. Je conçois l'essence du cheval, la cabbaléité, mais ni universelle ni singulière. Il y a une cabbaléité. Dès qu'on voit cheval, il y a cabbaléité. Mais attention, indépendamment de l'acte d'abstraire du réel l'idée de cheval, et indépendamment même de l'expérience concrète de l'appréhension par les sens du cheval. Ce qui fait que,
Pour Avicenne, l'existence, l'être, est un accident de l'essence. Ça ajoute à l'essence. Or, vous vous souvenez qu'on avait vu que pour Aristote et saint Thomas, l'essence et l'être sont intimement unis. On les distingue, mais sans les séparer. Elles s'unissent, mais sans se confondre. Et donc, l'essence et l'être sont constitutifs de l'étant, qui est un être composé d'essence et d'être, de matière et de forme, mais soudés l'une à l'autre, matière-forme. À partir d'Avicenne, la philosophie pouvait se développer dans ce sens de l'unité de l'étant, dans la lignée d'Aristote, ce que va faire saint Thomas d'Aquin. Il va développer une philosophie de l'être puissante, puisque, au fond du Dasein, ce qui fait l'unité du Dasein, c'est un acte d'être. Donc le Dasein ne se décompose pas au fil de son devenir. Il est unifié par un acte d'être. Et c'est parce que nous faisons l'expérience de l'être à travers cet acte d'être fini que nous pouvons arriver à un acte d'être infini, parfait, qui est Dieu. Mais à partir de l'être, pas à partir d'une conception de l'un. Donc saint Thomas développera cette philosophie de l'être, il y a un acte d'être qui unifie un monde qui ne se désagrège pas, donc, dans le multiple et dans la division. Parce que l'acte d'être unifie la matière et la forme. Il fait partie de la constitution de l'étant, qui est ce qu'il est. Scott, qui est à l'origine de la modernité, et dont le disciple Occam va jouer un rôle déterminant jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il va être à l'origine de la philosophie analytique. Aujourd'hui, la pensée contemporaine est une pensée qui est illustrée par deux grandes traditions de pensée, à savoir la philosophie analytique d'un côté et la philosophie et la phénoménologie de l'autre. Les anglo-saxons et les allemands, pourrait-on dire. Les anglo-saxons, c'est une pensée toujours pragmatique, atomique, qui divise, alors que la pensée allemande est plus mystique, plus intuitive, plus romantique, toujours plus travaillée, plus angoissée. La pensée anglo-saxonne est plus conquérante aussi. Donc, John Scott va hériter d'Avicenne, qui distinguait donc l'essence et l'existence en disant que l'existence est un accident de l'essence, qui vient s'ajouter de l'extérieur. Alors que nous le savons désormais, n'est-ce pas, l'essence et l'existence, on ne peut pas les séparer. Il y a une distinction, mais pas une séparation. Ils sont unis, on les distingue, et ils restent unis, etc. Bon. Scott, lui, va dire que la matière et la forme, l'étant se réduit à ce que je sais, je connais de lui. Enfin, la réalité est composée d'éléments autonomes. La matière d'un côté, la forme de l'autre, l'essence d'un côté, l'existence de l'autre. Il y a une juxtaposition des éléments qui constituent l'étant. Une juxtaposition, pas une union constitutive. Donc l'étant en lui-même constitué d'éléments distincts, juxtaposés, a priori, pour des raisons subtiles, on appelle Scott le docteur subtil. Scott va dire le jugement de l'intelligence qui consiste à distinguer dans l'étant, dans la réalité, ce dont est composé l'étant, va me suffire pour connaître l'étant. Pourquoi? Parce que l'étant est pour lui une juxtaposition de parties. Des natura rei, comme il dit, en vertu de la nature de la chose, il est de la nature de la chose d'être composé d'éléments juxtaposés. La matière d'un côté, la forme de l'autre, l'essence d'un côté, l'existence de l'autre. Donc Scott va dire, mon intelligence consiste à distinguer ce qui est distingué déjà dans la réalité. Puisque tout est déjà distingué dans la réalité, que mon intelligence consiste à distinguer, j'en reste au niveau de mon intellect, qui distingue. Je connais déjà tout. En distinguant avec mon intellect ce dont est constituée la réalité se réduit à ce que j'en connais, puisque le connaître consiste à distinguer. Or, vous le savez, pour Aristote et pour saint Thomas, ce que je peux distinguer conceptuellement, intellectuellement, demeure ontologiquement uni dans les temps. Dans les temps, la matière et la forme, l'existence et l'existence sont unis indissociablement, mais distincts. Distinction telle que la conçoit à la suite d'Avicenne Scott, ça se juxtapose, ça se met ensemble. Donc, je ne peux pas connaître finalement une réalité une. Je ne connais que des unités qui se juxtaposent. Suarez va jouer une influence considérable sur l'histoire de la pensée moderne. Descartes qui va développer une conception de la réalité comme objet construit par l'entendement. C'est face à cette métaphysique que dénonce
Heidegger, comme étant une métaphysique de l'oubli de l'être, il va dire, bon ben non, il faut aller directement aux choses, ben oui, à l'être. Seulement, lui, il est profond. C'est un philosophe, c'est considérable, puisque c'est lui qui a fait tout le XXe siècle. On a comparé Husserl et Heidegger à Platon et Aristote, mutatis mutandis, parce que bon, ils ont fécondé toute l'histoire de la pensée du XXe siècle. Toute cette pensée contemporaine, c'est une pensée qui va être nihiliste. Maintenant, la critique que l'on peut faire de Heidegger, c'est que si Heidegger, d'un côté, a bien dénoncé la métaphysique comme étant un oubli de l'être, parce qu'on a conçu l'être comme un objet pensé, construit par l'entendement, indépendamment donc de cet être dont il faut faire l'expérience, et dont je fais l'expérience dans le néant, dans l'angoisse, parce que je m'aperçois que l'être de Dasein, c'est le là. C'est le là qui est le résultat d'une déchéance où je me retrouve là. Comme le taureau au milieu de l'arène ébloui par le soleil, qui se trouve là comme un imbécile. C'est pour la mort, surtout pour la mort. Le taureau, n'est-ce pas, est là pour la mort. Au milieu de l'arène, le taureau est là pour la mort. Et donc l'homme se trouve là, le Dasein se trouve là, pour recevoir la mort. L'être pour la mort, parce qu'il est fini, il est fini. Il découvre l'être, en effet, c'est bien, en dehors de la pensée, il y a un être, mais cet être, étant donné qu'il n'est plus pensable, il est absurde, et il est rejeté, abandonné à lui-même, et voué au néant. Cet être, et c'est là où la boucle se boucle, cet être, c'est l'être dont on a retrouvé qu'il était de trop pour l'unité, pour l'un, vous vous souvenez? Et c'est comme ça que le XXe siècle va s'expliquer, alors que pour Hegel, il y avait encore une espérance de retour du multiple vers l'un, une remontée, une reconstitution de l'un. Eh bien, au XXe siècle, c'est fini. L'identité, c'est fini. Il n'y a plus de retour, et donc d'identité possible. Il n'y a qu'une descente, une chute hors de l'un. L'être n'étant que cet exister, se sortir hors de soi, sans cesse arraché à soi, se trouvant là, définitivement là dans la tombe, si on peut dire. Le XXe siècle, c'est un nihilisme, en ce sens que le néant est actif, il agit, il est l'action inconsciente de l'un qui rejette, expulse, comme une force, tout ce qui vient s'ajouter à lui, mais sans espoir de retour pour ce qui existe. Donc vous voyez un peu comment comprendre la pensée contemporaine à partir du moment où il n'y a plus de retour possible, mais une séparation, une rupture totale qui fait que l'être lui-même existe au sens où il se sépare de lui-même. Enfin, il est toujours en train d'être rejeté, si on veut dire être, c'est exister. Or justement, l'être n'existe pas. L'être n'existe pas. L'être est. Il est la plénitude d'un acte d'être qui ne s'épuise pas dans l'acte de créer quand il a décidé de créer en tant que Dieu. Dieu crée avec un acte libre qui fait qu'il crée des êtres, il crée des êtres avec un actus essendi propre à chaque être, qui fait que même un papillon est, un papillon est, il est le papillon comme la fleur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une essence sans l'être. Une essence sans l'être. Le papillon, je peux le concevoir en le dessinant, comme la pipe, ceci n'est pas une pipe. La représentation d'une pipe, ce n'est pas une pipe. Tant que je n'ai pas fait l'expérience. Mais quand je fais l'expérience de l'existence de la pipe, je m'aperçois qu'en effet, un étang réel, comme la pipe réelle, est composé d'une essence que je peux, qui me permet de définir cet étang comme une res transcendantale, indissociablement, c'est une chose, en effet, déterminée, c'est une chose. C'est une chose. Mais une chose déterminée, intelligible, indissociable de son essence. Il y a une essence. Ce n'est pas un être jeté hors de l'essence. Ce n'est pas un être inintelligible, jeté dans l'absurdité d'un chaos inintelligible, d'un monde qui se défait sans cesse. Et c'est pourquoi la caractéristique de la pensée contemporaine, c'est le danger d'une rupture essentielle. Tout se divise sans cesse. La menace que vous voyez planer sur la réalité à Aristote, se réalise par la négation de l'être, au sens où tout se divise. Et tout se divise ou tout s'exténue, jusqu'à l'être là, rester là. Une force qui s'épuise, mais qui se renouvelle en même temps. Pour Nietzsche, comme pour Schopenhauer, c'est la vie elle-même qui va illustrer ce qu'est cette énergie. Cette énergie va se confondre avec la vie, au point qu'on va devoir même dire que la matière vit. Vous voyez, la caractéristique nihiliste, c'est que l'être n'est pas. L'être n'est pas, il existe. Il existe et comme fruit d'une énergie expulsante, qui explique l'existence comme une rupture. Il n'y a plus de continuum, de continuité, d'identité. Rien ne peut être distingué.
est reconnu comme tel. Tout est inconnaissable. La chose, le Dasein est inconnaissable, ni par lui-même, ni par un autre. Le Dasein, l'être là, est anonyme. Il est, comme je vous le disais, une boîte vide. Une boîte vide que l'on ne pourra reconnaître que si on met sur cette boîte une étiquette avec un nom pour nommer cette boîte vide. En fait, le problème, c'est que c'est cette boîte vide sur laquelle on peut mettre l'étiquette que l'on souhaite. Exactement. C'est-à-dire, on la désigne, on lui donne un signe, on la nomme. Le nominalisme réduit tout ce qui est à une boîte vide que l'on nomme, parce qu'on ne peut jamais connaître cette réalité, la chose, en tant que chose. Parce que la chose n'est pas composée, l'étant n'est pas composé d'essence et d'être. Elle est soit de l'être jeté, abandonné à lui-même, soit une essence sans être. C'est pourquoi le deuxième versant de la pensée contemporaine sera la philosophie analytique. La philosophie analytique, c'est le prolongement du nominalisme. Pourquoi? Parce que le nominalisme, ne pouvant connaître une chose, je ne la connais qu'en la nommant et je ne connais que le nom que je donne à une chose, et je constitue en nommant, en donnant un nom à une boîte vide, je constitue un langage comme un système de signes. Et toute mon affaire désormais va consister à prouver que mon système de signes est logique, que la cohésion entre les mots me permet de construire une proposition. Et de dire Socrate est un homme, mortel, tout ça, mais je ne parlerai jamais de Socrate, je ne parlerai jamais de mortel, puisque là, ce sont des mots. Ce sont des mots. Je peux dire un homme est une femme est un homme, et il faudra que j'évite la contradiction logique, mais il faut que je justifie toutes les logiques du monde pour mettre ensemble des signes. Donc la pensée devient la traduction d'un système de signes dans un autre système de signes. Autrement dit, penser devient traduire. Et ça, c'est toute la philosophie de Jacques Derrida, par exemple. Toute cette culture négative. Donc l'avenir de la philosophie, l'avenir tout court, sera la redécouverte du réel. Et du réel finalement comme créé, comme une création. Vous voyez, la création, la découverte de la création comme une réalité qui est belle en soi parce qu'elle existe réellement, elle est ce qu'elle est. Elle est c'est une chose, un aliquid, c'est-à-dire une chose distincte d'une autre chose. Un homme n'est pas une femme. C'est une vérité, et c'est quelque chose de bon. Vous avez reconnu les transcendantaux. Tous les étangs ont cette propriété d'être vrai, bon, quelque chose, et non pas autre chose. Et toute l'histoire de la philosophie, on le voit, est menacée par la séparation de ces transcendantaux de ceux dont ils sont les transcendantaux. C'est-à-dire, par exemple, l'un, en tant que transcendantal, est une propriété de l'être. Et si l'un n'est pas une propriété de l'être, si l'un est au-delà de l'être, on sépare une philosophie de l'être d'une philosophie de l'un, et la philosophie de l'un conduit à la négation de l'être. Alors qu'une philosophie de l'être justifie l'unité, et fonde même l'unité de ce qui est. Bon, voilà quelques éléments qui vous permettent de comprendre comment ce siècle est menacé par le nihilisme, par l'absurde, par le négativisme, et en danger donc de faire perdre aux choses, au réel, son sens. Le sens véritable, c'est-à-dire réel, vrai. La vérité n'est pas remise en question, parce que de même que l'un, au-delà de l'être, n'est pas, la vérité, si elle est au-delà de l'être, elle n'est plus la vérité. Parce que la vérité, c'est l'être. C'est ce qui est, on l'a vu l'autre jour, la vérité est ce qui est. L'erreur, ce qui est faux, c'est de dire que ce qui est n'est pas, comme de dire que ce qui n'est pas est.